Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on compare le 8-16 2.8 de la gamme Pro de chez Fuji avec le 10-24 f4 qui était jusqu'à maintenant l'optique d'excellence quand on voulait faire du paysage chez Fuji. Alors, la première des choses évidentes qu'on ne peut pas ne pas remarquer, c'est la différence de gabarit. La différence de poids, vous ne la sentez pas, mais quand vous voyez les gabarits, vous la sentez, vous en doutez probablement. Donc oui, c'est deux gabarits qui sont complètement différents. Si vous êtes passé sur les hybrides pour rester sur des optiques compactes, c'est sûr que ce n'est pas du tout la philosophie de ce 8-16 qui est une optique très encombrante. D'autant plus que si vous voulez utiliser un système de porte-filtre, déjà ce 10-24 il est compatible avec des filtres circulaires, ce qui n'est pas le cas avec le 8-16, donc ça sera porte-filtre obligatoire et porte-filtre dédié, conçu spécifiquement pour le 8-16 que vous allez devoir acheter en supplément de l'objectif avec des filtres d'une taille de 150 mm. 150 mm, c'est vraiment des gros filtres qu'il va falloir se trimballer partout. En termes d'encombrement, quand vous prenez l'optique plus les porte-filtres, à mon avis, on est du simple au triple entre les deux objectifs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir avoir à l'esprit au moment de faire le choix. L'encombrement de ces deux optiques n'est pas du tout le même. En termes de caractéristiques, ce qui va les différencier, c'est que l'un est tropicalisé, donc c'est le 8-16 mm qui est tropicalisé. Donc si vous cherchez un objectif ultra grand angle pour aller faire face à des conditions extrêmes d'humidité, c'est sûr que le 8-16 est le seul qui va pouvoir répondre à cette volonté-là avec la gamme XT, XH ou X Pro. Le 10-24, lui, n'est pas tropicalisé et donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec lui. Le 10-24 est par contre doté de la stabilisation que n'a pas le 8-16. Donc on voit qu'ils n'ont quand même pas du tout les mêmes caractéristiques et rien que sur ce paramètre-là, si vous avez besoin de la tropicalisation, le choix il est fait. Si vous avez à tout prix besoin de la stabilisation, le choix il est fait aussi. Sauf que au niveau de la stabilisation, vous pouvez toujours prendre la ligne XH chez Fuji qui est dotée d'un capteur stabilisé et qui va stabiliser ce 8-16. Donc ça aussi, c'est un choix qui peut venir combler le fait qu'il n'y a pas de stabilisation. L'autre différence évidente, c'est l'ouverture. Vous avez une ouverture de f4 sur le 10-24 alors que vous avez une ouverture de 2.8 sur le 8-16. Mais il faut quand même se rappeler que le 10-24, je viens de le dire, a une stabilisation. Qui dit stabilisation dit gain d'environ 2,5 stops. Donc si vous faites face à une scène, à une photo qui ne bouge pas, donc si vous êtes par exemple en train de photographier le plafond d'une église, vous allez moins monter dans les ISO avec un 10-24 qui ouvre qu'à f4, paradoxalement, que si vous aviez le 8-16 à 2.8 sur un capteur non stabilisé. Donc par contre, si vous avez besoin d'une vitesse d'obturation plus élevée, il vaut mieux privilégier le 8-16 si vous devez figer un mouvement. Et en paysage, ça peut être simplement le mouvement des feuilles dans les arbres. Et c'est sûr que le 8-16 va vous donner une vitesse d'obturation 2 fois plus élevée qui va vous permettre de figer ce mouvement. Donc tout ça pour dire que les choses ne sont pas noires et blanches, c'est beaucoup plus gris que ce que ça pourrait y paraître au début sur le papier. Et donc le choix va se faire par rapport à des critères précis. Il va falloir que vous fassiez une réflexion sur quel type de photo je veux prendre avec ces objectifs-là. L'autre chose, c'est que au niveau de la distorsion, si je fais de l'architecture et que par exemple je me dis je vais prendre le 8 mm pour faire de l'architecture, il faut savoir que, attention, c'est un objectif qui est doté d'une distorsion assez forte, qui est corrigée automatiquement en JPG ou en fichier RAW, mais qui est corrigée en perdant du piqué considérablement sur les bords à 8 mm. Et il va falloir fermer assez fort, probablement vers 5.6 f8, pour arriver à retrouver quelque chose d'acceptable, un piqué correct, on va dire, sur les bords. Si vous décidez de ne pas corriger la distorsion à 8 mm, le piqué reste bon, même sur les bords. Au niveau de la plage qu'ils ont en commun, donc la plage qu'ils ont en commun, ça va du 10 mm au 16 mm. On va le voir, on va aller regarder les photos, mais le 8-16 mm est toujours supérieur en termes de piqué qu'au 10-24. Alors, c'est toujours très difficile à faire passer dans une vidéo. Le 10-24 est un optique qui est excellent. Je l'ai comparé avec des objectifs très haut de gamme d'autres marques. Je peux vous dire qu'il répond très bien. C'est excellent. Le 8-16, c'est un cran encore supérieur à excellent. Enfin, tout ça pour dire qu'on est vraiment ici en train de chipoter dans l'excellence et qu'il n'y en a pas un qui est moyen et l'autre qui est bon. On est vraiment sur des niveaux de performance très élevés, aussi bien sur le 10-24 que sur le 8-16.
On va regarder des photos maintenant sur l'ordinateur, juste pour vous montrer la différence de piqué. Alors je sais, certains hurlent quand je vous montre des photos zoomées à 200%, mais sur YouTube, si je zoome pas à 200%, vous ne voyez pas les différences. Avant de regarder le piqué, on va regarder rapidement la distorsion. Alors attends, il faut que je quitte cette photo. Voilà, on va regarder rapidement la distorsion. Ici, on va juste regarder la plage qui est en commune, hein. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est à 10 mm. Donc prenons par exemple 10 mm 2.8 pour le 8-16 et prenons 10 mm f4 pour le 10-24. Et en fait, on va se rendre compte que, encore une fois, le 8-16 est bien meilleur, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire non plus que le 10-24 n'avait pas de distorsion, hein. Le 10-24 avait aussi de la distorsion si on ne la corrige pas, donc ça abîme les bords. Et on peut voir, hein, que le 8-16, lui, à 10 mm f2.8, il est déjà pas mal niveau distorsion. Ça continue d'avoir une distorsion, mais enfin, regardez par rapport à l'image de droite avec le 10-24, on voit bien que le 8-16 est meilleur. Et si on fait le même exercice en fermant un peu à 5.6, on voit bien que le 8-16, il est vraiment, vraiment meilleur à ce niveau-là. Et c'est ce qui explique que le piqué, on va le voir dans les photos juste maintenant, est meilleur aussi. Alors, on va regarder à 10 mm f4 sur cette scène-là. À 10 mm f4, on va se rendre compte que, de toute façon, voilà, ici, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce qui passe. L'image la plus piquée au niveau des bords, c'est le 8-16 mm. Je vous montre des photos corrigées en distorsion. Donc ici, je suis sur des RAW bruts, hein. Hop. Donc partout où je regarde, on va s'apercevoir, voilà ici encore, hein, que le 8-16 est un cran supérieur au niveau du piqué par rapport au 10-24. Je peux regarder où je veux, c'est systématique, hein, vraiment. Il n'y a pas photo. On va regarder ici. Ouais. Si je passe à 5.6, hop, donc que je ferme d'un stop, le 8-16 est toujours supérieur. Il n'y a vraiment pas de débat à avoir. Il suffit de regarder, enfin moi en tout cas sur l'écran, il suffit de regarder une seconde et on sait tout de suite lequel des deux est le plus haut de gamme. Il n'y a vraiment pas de question à se poser, hein, que ce soit au centre ou que ce soit sur les côtés. Si on change de focale, qu'on quitte le 10 mm qui est la plus basse focale du 10-24, c'est à peu près la même chose. Et je peux pousser le comparatif encore plus loin. À 16 mm, on va comparer le 8-16 que je prends à la grande ouverture à 2.8 avec le 16 mm à f4 du 10-24. Et on va s'apercevoir que même avec un stop d'ouverture de plus, le piqué du 8-16 est supérieur. On le voit nettement ici sur les photos. Encore une fois, c'est du zoomé à 200%, hein, mais on le voit nettement qu'il y a un meilleur contraste, qu'il y a un meilleur piqué. Vraiment, le 8-16 répond très très bien et tient son rang finalement de proposer un cran supérieur par rapport au 10-24, qui paraît presque moyen quand on regarde comme ça à 200%. Enfin, je le répète, ce 10-24 propose un excellent piqué. C'est juste que le 8-16, il est vraiment à un niveau incroyable. Vous voyez, ici, il n'y a vraiment pas de débat entre les deux. Donc, on peut le voir, le 8-16, au niveau du piqué, va proposer une expérience plus extrême que ce que propose le 10-24. C'est vraiment un cran supérieur. C'est un cran supérieur aussi dans la résistance, par exemple, au flair. Alors ici, j'ai pris cette photo-là pour vous montrer déjà la capacité à produire des étoiles du 8-16. Je ne sais pas si ça passe bien ici. Je pense que quand même, ça ne doit pas passer trop mal. Je vais zoomer à un tiers comme ça. Regardez la qualité de l'étoile proposée, la pureté de l'étoile proposée par le 8-16. Regardez la qualité de l'étoile proposée par le 10-24. C'est clairement, si vous voulez jouer avec ce genre d'effet-là, c'est sûr que le 8-16, encore une fois, a un avantage significatif. Mais regardez aussi la différence sur les flares. Quand vous shootez face au soleil, que vous avez fermé comme ça à F11 justement pour créer cette étoile, vous allez vous exposer au flair. Le pare-soleil à ce moment-là ne sert plus à grand-chose. Et regardez ici le flair que j'ai sur le 10-24 à droite et regardez l'absence de flair que j'ai sur le 8-16 à gauche. Clairement, on voit un petit flair ici, regardez, sur le 8-16, mais enfin, ça n'a rien à voir avec le flair massif qu'on voit ici, hein, sur le 10-24 à droite. Donc, on voit encore une fois qu'au niveau de la conception, le 8-16 est particulièrement fort sur ce genre de choses.
On peut regarder ici, je crois que j'avais fait un nouveau comparatif de piqué sur une autre photo où on est face au soleil pour voir comment ça réagit quand on est face au soleil. Et on va se rendre compte une nouvelle fois, on ne va pas creuser plus que ça. Voilà. Voilà. On voit que le piqué du 8-16 est meilleur que le piqué du 10-24. Je pense que maintenant c'est établi. En astrophotographie, là aussi, grosso modo, il y a assez peu de différence entre les deux objectifs. Pour moi, c'est quasiment égalité. Mais enfin, si on doit donner un gagnant, c'est le 8-16 qui est plus performant que le 10-24. Alors ici, je compare les deux à 10 mm. Je vais zoomer beaucoup ici pour que ça soit vraiment lisible. On va zoomer à 800%. Mais tout ça pour vous dire que, en général, en astrophotographie, on va chercher cet effet comète, on va chercher les aberrations chromatiques, on va chercher les astigmatismes. Ici, comme vous pouvez voir, grosso modo, les effets sont toujours moins prononcés sur le 8-16 que sur le 10-24. On peut voir ici que cette comète-là, elle est plus petite sur le 8-16 qu'elle ne l'est sur le 10-24. Et ça va être le cas pour n'importe quelle comète que je vais regarder. Vous voyez, à chaque fois, sur le 8-16, ça sera plus petit que sur le 10-24. Donc, de manière générale, si je fais de l'astrophotographie, le 8-16 est aussi supérieur. Donc voilà, et quelle que soit la photo, j'ai fait des comparatifs, j'en ai fait 5 ou 6 différences sur 5 ou 6 scènes différentes dans des journées différentes et à chaque fois, les résultats sont les mêmes. Ici, si je compare sur le bout de pierre devant, voilà, on va s'apercevoir que le piqué du 8-16, encore une fois, est supérieur. Mais ça va être le cas aussi sur les côtés, si je regarde les côtés extrêmes de l'image. Voilà, regardez à quel point ici, je suis à 12 mm pour varier un peu les focales. On a vu du 10 mm, on a vu du 12 mm, on a vu du 16 mm. Tout ça pour vous dire que quel que soit le champ, quelle que soit la chose que vous voulez lui faire faire, il y a probablement moins de compromis et la qualité est poussée à l'extrême sur le 8-16 qui n'est pas forcément... Enfin, ce qui est le cas aussi sur le 10-24 qui propose un niveau de qualité extraordinaire. Mais enfin, le 8-16 avec son encombrement, avec son prix à 2000 €, avec son tag gamme pro, mérite quand même son rang. Et c'est pas un objectif que j'ai lu certains qui disent ouais, il est raté. Non, c'est quand même pas un objectif raté. Quand on le compare avec le 10-24, on se rend bien compte et c'est là qu'on se rend compte que c'est quand même un objectif de très haut niveau. Alors maintenant, au moment de la conclusion, moi je suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut acheter le 8-16. En fait, c'est plutôt même l'inverse. Je pense que un photographe lambda qui cherche juste une optique pour faire du paysage, il doit aller sur du 10-24. Finalement, plus que ce qu'ils ont en commun, il faut voir ce qu'ils n'ont pas. Ces deux objectifs-là. Est-ce que vous allez avoir plus l'utilité d'un excellent 16 mm et d'un excellent 24 mm plutôt que d'un excellent 8 mm? Je pense qu'on fera plus de paysages en 16 et en 24 et donc finalement avec le 10-24 que au 8 mm proposé par le XF16. En fait, le 10-24 va, je pense, être plus polyvalent. On va probablement l'amener beaucoup plus en voyage, on va faire plus de photos avec, il va être compatible avec des filtres circulaires, chose que beaucoup de gens utilisent alors que les porte-filtres, c'est quelque chose qui est quand même déjà d'un niveau un peu avancé, voire expert, voire professionnel. Donc je pense vraiment que le 10-24 doit être le choix par défaut quand on veut faire du paysage chez Fuji. Le 8-16, il est à réserver, à mon sens, à une gamme de photographes plutôt experts, voire professionnels, qui veulent vraiment le meilleur du meilleur des mondes, qui veulent pouvoir s'offrir la focale 8 mm qui est inaccessible, si ce n'est avec cet objectif-là, qui veulent jouer avec des points de fuite, qui veulent jouer avec du soleil en étoile, qui veut finalement avoir des photos un peu plus différentes, un peu plus extrêmes. Alors évidemment, il y a le critère de stabilisation et le critère de tropicalisation qui ne sont pas les mêmes sur les deux objectifs. Enfin, tout ça pour dire que, à mon sens, si vous avez par exemple un 18-55 et que vous cherchez l'objectif parfait pour le paysage, c'est le 10-24 f4 qu'il vous faut. Si vous avez déjà un 16-55 et que vous cherchez un objectif qui va vous permettre d'aller encore plus loin sur du paysage, sur de l'astro, c'est sûr que le 8-16 est probablement l'objectif qu'il vous faut. Mais enfin, à mon sens, je trouve que un 8-16 va avoir du sens uniquement si vous avez déjà un 16-55. Si vous n'avez pas déjà un 16-55, je pense qu'il vaut mieux, dans un premier temps, s'offrir un 16-55 qui sera plus utile qu'avant d'arriver sur du 8-16. Bon, je pense que probablement que tout le monde ne comprendra pas ce que je dis. Mais enfin, tout ça pour vous dire que le but la conclusion de ce comparatif-là, c'est pas du tout aller toujours sur le 8-16, c'est plutôt, attention, ce 10-24, il est exceptionnel. Pour le prix, la performance qu'il délivre pour le prix et un rapport qualité-prix qui est
exceptionnel sur le 10-24. Allez, j'espère que vous avez aimé ce comparatif. Lâchez-moi les pouces levés vers le haut. En complément, si vous êtes chez Fuji, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste là. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé de ce comparatif? Est-ce que finalement vous êtes surpris? Je sais que quand on regarde que le test du 8-16, on a du mal à le positionner par rapport aux autres. Maintenant que vous avez vu les images, peut-être que vous avez pris la dimension de à quel point quand même ce 8-16, c'est un super objectif. Allez, à bientôt sur la chaîne. Salut!